Ce que vous venez d'entendre, c'est bien un bang supersonique, mais produit non pas par un avion de chasse, mais bien par une voiture. Alors comment un véhicule terrestre a-t-il réussi cet exploit? Eh bien c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est parti! Allez savoir pourquoi, mais depuis toujours, l'homme a cherché à dépasser ses limites, toujours plus haut, plus loin et surtout plus vite. Et aussi parfois, toujours plus d'abonnés. Conscient de ses propres limites physiques, il a trouvé des moyens de locomotion de plus en plus rapides, et bien sûr, en premier lieu avec le cheval, ou plus tard avec des moyens mécaniques, comme la draisienne, inventée en 1830, puis le vélo Michaud en 1860. Mais bien sûr, c'est l'arrivée des moteurs qui va permettre d'aller de plus en plus vite, que ce soit sur rail, sur l'eau, sur route, et même dans les airs. Et il ne se passera pas une année sans que des tas de records soient battus les uns après les autres. On verra d'abord les moteurs à vapeur révolutionner le monde du transport ferroviaire et maritime, et ensuite les moteurs électriques. Bah oui, il y avait déjà des véhicules électriques dès les années 1880. C'est même Thomas Edison qui invente la première voiture électrique en 1884. Et en 1899, c'est encore une voiture électrique, la jamais contente, qui franchira la première la barre symbolique des 100 km/h. Mais rapidement, c'est le moteur à combustion interne, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, qui va se démocratiser et phagocyter le marché. Et comme souvent, ce sont deux facteurs qui vont permettre de faire progresser cette technologie. Le premier facteur, malheureusement, ce sont les guerres. En effet, pour battre l'ennemi, il fallait des engins toujours plus puissants et plus rapides, que ce soit pour transporter hommes et matériel, mais aussi pour vaincre sur le champ de bataille avec des chars, des bateaux ou des avions. On a donc produit des moteurs de plus en plus puissants. Le deuxième facteur, c'est le fun. Bah oui, je vous l'ai dit, l'homme il a toujours envie d'aller de plus en plus vite, que ce soit pour satisfaire son propre ego, battre le voisin, ou simplement ressentir le grand frisson ou frôler la mort. Et pour y arriver, il va souvent utiliser ces gros moteurs, produits pendant la guerre pour l'aviation, pour aller battre des records. Mais avant même la Première Guerre mondiale, des constructeurs utilisaient déjà des moteurs d'avion pour en équiper leurs bolides. À cette époque, les régies moteurs dépassaient rarement les 3000 tours minute, et le meilleur moyen pour gagner de la puissance, c'était d'augmenter la cylindrée. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des moteurs monstrueux. En 1910 par exemple, Fiat a équipé sa Tipo S76 d'un moteur de dirigeable 4 cylindres de plus de 28 litres de cylindrée qui développait 300 chevaux. Mais c'est après-guerre que la discipline s'est vraiment développée. On s'est alors retrouvé avec un tas de moteurs disponibles sur le marché, puisqu'ils étaient devenus inutiles pour l'aviation de guerre. Et les records, ils vont tomber comme des mouches. Par exemple, en 1927, Henry Seagrave porta le record du monde de vitesse à 327 km/h à Daytona Beach en Floride, dans sa Sunbeam de 1000 chevaux alimentée par deux moteurs d'avion V12. Le nouveau record fait de lui la première personne à dépasser la barre des 200 miles à l'heure dans une voiture qu'on surnommait alors la Limace. L'année suivante, c'est Campbell qui court à Daytona avec sa Bluebird pour reprendre le record avec une vitesse de 333 km/h pour être éclipsé seulement 2 mois plus tard par Ray Kitch et sa triplex spéciale alimentée par 3 moteurs d'avion V12 Liberty. Le 11 mars 1929, Seagrave reprend le record du monde, une fois de plus à Daytona, avec une vitesse de 372 km/h dans sa Golden Arrow alimentée par un moteur d'avion W12 Napier Lion d'une cylindrée de 24 litres qui délivrait 925 chevaux. Et dans les années 30, les records vont continuer à tomber toujours et toujours grâce à des moteurs d'avion de plus en plus puissants. On aura donc droit, dans l'ordre, à une nouvelle Bluebird équipée d'un moteur Napier de 1450 chevaux, puis d'un moteur Rolls-Royce de 2500 chevaux, celui-là même, qui servira de base pour les Supermarine Spitfire. Mais avec l'augmentation des performances, les plages de Daytona Beach ne sont plus suffisantes, et les équipes décident de se rendre dans un endroit devenu mythique pour ses records de vitesse, les lacs salés de Bonneville. C'est là-bas qu'en 1935, la Bluebird battra la première, le record de 300 miles/h, soit 480 km/h. Mais après ça, et jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont deux monstres qui vont se tirer sérieusement la bourre. La Thunderbolt, équipée de deux moteurs Rolls-Royce type R, et la Railton Mobile spéciale avec deux moteurs Napier Lion. Et ils vont se rendre coup pour coup, enchaînant les records jusqu'à la victoire de la Railton en 1938 avec une vitesse de 595 km/h. Et dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, ce sont Mercedes et Porsche qui vont s'associer pour construire leur propre voiture de record, la T80. Et elle aussi, elle prend vie grâce à un moteur V12 de 45 litres de cylindrée, le Daimler-Benz DB601 de 3000 chevaux, qui équipait alors les chasseurs Messerschmitt 109. Pendant les essais, elle a réussi à franchir la barre des 550 km/h, et avec de nouvelles mises au point, elle était censée atteindre les 750. Mais encore une fois, c'est l'entrée en guerre de l'Allemagne qui mettra fin au projet. Il faudra attendre 1947 pour voir le record tomber de nouveau, et c'est encore la Railton spéciale qui va s'y coller pour atteindre 400 miles/h, soit 635 km/h, et ce record va tenir 17 ans. Ce sera là le dernier record battu par une voiture à moteur à piston, car avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sera l'avènement des turbines et surtout des moteurs à réaction. Ce n'est qu'en 1960 qu'on va voir débarquer la Bluebird Proteus CN7 avec sa turbine de 4100 chevaux.
Alors pour faire simple, on peut considérer ça comme une espèce d'étape intermédiaire entre le moteur à piston et le réacteur, puisqu'une turbine fonctionne grossièrement sur le même principe qu'un réacteur, sauf qu'au lieu d'utiliser la poussée du réacteur pour propulser l'engin, la turbine utilise sa puissance pour faire tourner un axe dont le mouvement est transmis aux roues grâce à une boîte de transmission. Bref, il lui faudra plusieurs essais et un crash qui a failli tuer son pilote pour finalement atteindre 650 km/h le 17 juillet 1964. Mais le record ne tiendra pas longtemps, car les voitures à réacteurs étaient déjà là en embuscade. Depuis 1962, on voyait déjà des engins équipés de réacteurs de plus en plus puissants, et en l'espace de quelques semaines, le record de la Bluebird va se faire littéralement pulvériser. Le 2 octobre 1964, la Wingfoot Express atteint 668 km/h avec son réacteur de F-104 Starfighter. 3 jours plus tard, le Monstre Vert et son réacteur de F-7 Cutlass atteignent 700 km/h, avant d'être battus à peine une semaine plus tard par le Spirit of America et son réacteur de F-86 Sabre qui frôlera les 800 km/h. Finalement, l'année 64 se terminera par la victoire du Monstre Vert, qui reviendra avec un moteur modifié pour atteindre 863 km/h. On vient de le voir en l'espace de quelques semaines à peine, le précédent record qui avait pourtant tenu 17 ans a été battu à plusieurs reprises et amélioré de presque 250 km/h. Mais avec de telles performances, il est clair que maintenant, le nouvel objectif, c'est de passer la barre des 1000 km/h. Et la première à y arriver ne sera pas une voiture à réaction, mais une voiture à moteur fusée, la Blue Flame en 1970, une sorte de missile sur 3 roues dont le record tiendra jusqu'en 1983. Alors c'est là que les plus connaisseurs d'entre vous me diront peut-être que je me trompe et qu'une mur du son, il avait été franchi bien avant ça, le 17 décembre 1979 pour être exact, par la Budweiser Rocket. C'est en effet ce jour-là qu'on voit se présenter sur la base aérienne d'Edwards une voiture équipée de 2 moteurs fusées. Un premier fonctionnant avec des ergols liquides de 48 000 chevaux, couplé à un second moteur à poudre qui n'est autre que celui d'un missile Sidewinder qui rajoute 3 tonnes de poussée. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Perfect start. Stan Barrett roars toward the mile marker. Hits the Sidewinder. Heading for the 2-mile marker. We have seen this vehicle make some 18 runs, but none so flawless as this. The reaction of 37-year-old Bishop, California's Stan Barrett. One word for it. Wow! Malgré une vitesse à décoiffer un chauve et un coup de pied au cul que j'aurais pas aimé me prendre par le booster du missile, le passage du mur du son ne sera pas homologué. Tout d'abord, aucune équipe officielle n'était présente sur place pour valider le run. Oui, pour qu'un record soit validé, la vitesse doit être mesurée officiellement sur une distance d'au moins 1 km, sur 2 runs aller et retour, espacés d'1 heure maximum. Ici, la vitesse max n'a été atteinte qu'une seule fois et a été tenue moins de 1 seconde avant que les moteurs s'éteignent. De plus, le radar utilisé par les gens de l'Air Force n'a pas fonctionné correctement et il s'est en fait focalisé sur un camion du staff qui passait par là. Il n'a mesuré en fait qu'une vitesse de 60 km/h, un peu juste pour un record. La vitesse de 1190 km/h finalement retenue, soit Mach 1.01, ne sera finalement annoncée que 8 heures plus tard, suite à des savantes extrapolations calculées depuis les accéléromètres de l'engin, donc bourré d'incertitudes. Enfin, l'argument le plus évident, aucun bang supersonique n'a été entendu. Alors les équipes se justifieront en disant que c'était normal pour un véhicule terrestre, qu'il était très loin, que les conditions météo, etc. etc. Bref, vous allez voir que finalement, la réalité, elle va pas tarder à les rattraper. Bon d'accord, elle va bien finir par les rattraper, mais à pied, parce qu'elle n'arrivera que 18 ans plus tard, le 15 octobre 1997, dans le désert de Black Rock. Et cette date, elle n'a pas été choisie par hasard, puisque 50 ans plus tôt, jour pour jour, c'est au-dessus de ce désert que Chuck Yeager a franchi pour la première fois le mur du son. Ce jour-là, Andy Green, un ancien pilote de la Royal Air Force, monte à bord de la Trust SSC, SSC pour Supersonic Car, un engin développé par l'équipe britannique de Richard Noble. Une fois bien harnaché à l'intérieur du monstre, il lance un par un les 2 réacteurs Rolls-Royce Spey Mark 202 qui développent 106 000 chevaux et plus de 9 tonnes de poussée chacun, faisant de l'engin le véhicule terrestre le plus puissant du monde à ce moment-là. Malgré ses 10 tonnes, il passe les 100 km/h en 1 seconde 6 et après 30 secondes à se battre avec la bête en furie,
Filant à plus de 340 mètres par seconde, le doute n'est plus permis. Andy Green devient l'homme le plus rapide du monde sur Terre. Et le record est homologué avec une vitesse de 1227,985 km/h. Turn run 1.020. Aujourd'hui, ce record il tient toujours, et les seuls qui osent s'y attaquer, ce ne sont autres que Richard Noble et Andy Green eux-mêmes. Ils sont à la tête du projet Bloodhound Land Spin Record qui vise à atteindre les 1000 miles par heure, soit 1690 km/h. Et pour y arriver, ils ont imaginé cet engin propulsé par un réacteur d'Eurofighter couplé à un moteur de fusée à propergol liquide fournissant au total 135 000 chevaux. Et pour la petite anecdote, c'est un V8 Jaguar de 800 chevaux qui servira de pompe à carburant pour gaver le moteur fusée, rien que ça. D'après leurs calculs, le 0 Mach 1.4 0 km/h ne devrait leur prendre que 85 secondes au cours desquelles ils auront parcouru pas moins de 16 km. Malheureusement, pour l'instant, le projet il est au point mort faute de finances. Alors si vous avez une dizaine de millions d'euros en poche et que vous vous sentez l'âme généreuse, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour leur faire plaisir. Bon moi, les 10 millions d'euros, je ne les ai pas, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, on se retrouve ici très bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!